Si c'est la suite du petit déjeuner de l'actu, non, la France n'est pas seulement la République. Le coup de gueule d'un enseignant aux éditions Arcège, et Jean-François Chemin est avec nous. Merci d'être avec nous. Vous êtes diplômé de l'IEP Paris, docteur en histoire du droit, agrégé et docteur en histoire, enseignant dans le secondaire et ancien professeur en ZEP auprès d'une jeunesse de l'immigration. Oui, du côté de la région lyonnaise, aux Minguettes, à côté de Vénissieux, là où vous avez vécu, vous passez votre enfance. Dans ce portrait en fait de Cécile, donc il y a des moments importants parce que vous êtes allé vraiment sur le terrain. Donc vous pouvez parler de ce que vous avez vu et ce que vous avez vu évoluer aussi au fil des années. Expliquez quand même aux auditeurs là qui nous écoutent. Non, la France, ce n'est pas seulement la République, parce que évidemment nous on a lu votre livre, donc on sait pourquoi, mais ça interpelle en fait quelque part, quoi. Disons, alors ça m'amène à expliquer un peu l'origine du livre. Il se trouve que tout le monde connaît l'histoire du professeur Paty qui a été décapité par ce jeune Tchétchène. Et le lendemain, il se trouve que le hasard a fait que j'ai fait visiter Lyon à un groupe de jeunes avec leurs parents, de jeunes venus du 93. Donc en fait, ce public était constitué d'une trentaine, quarantaine de petits musulmans avec leurs mamans, d'ailleurs toutes voilées. Donc c'était un public très très caractéristique qui correspondait à ce que j'ai fréquenté pendant mes 10 ans où j'ai enseigné aux Minguettes. Et ce qui m'a frappé, c'est véritablement d'abord la désolation qu'éprouvaient ces gens vis-à-vis de ce qui s'était passé, et deuxièmement, à travers ce que je leur ai fait visiter, leur soif de connaître, d'aimer la France. Et notamment, il y a un moment très important, quand je leur ai fait visiter la crypte dans laquelle sont enterrés, sont exposés en sous-sol, les restes des victimes de la terreur à Lyon. Ce qui est un monument que personne ne connaît, parce qu'il n'y a aucune communication qui est faite là-dessus. Les événements qui se sont passés pendant la Révolution à Lyon sont totalement occultés. Et j'ai vu ces gens qui étaient absolument scandalisés, révoltés, et en même temps très tristes que des telles horreurs aient pu se produire. Et alors, racontez ce qui s'est passé cet épisode, c'est-à-dire il y avait eu un soulèvement à Lyon. Lyon s'est révolté contre la terreur en 1793. Elle a guillotiné le montagnard qui guillotinait tout le monde, qui était un certain Chalier. Donc les Girondins à Lyon ont fait une sorte de coup de force qui leur a valu... Parce qu'ils avaient peur, quoi. Parce qu'il y avait tout le monde était guillotiné, etc. C'était la terreur. La guillotine fonctionnait à plein, place Bellecour, place des Terreaux, etc. Et donc les Lyonnais ont pris d'assaut l'hôtel de ville et ont restauré un pouvoir républicain modéré, de tendance girondine. Et donc à ce moment-là, la Convention a décrété que Lyon devait être anéanti et a envoyé Fouché pour massacrer les Lyonnais. Donc une puissante armée de 80 000 hommes a assiégé Lyon, qui était défendue par 10 000 volontaires. Et bien sûr, la résistance a duré 3 mois. Et elle a été suivie par un massacre. Alors massacre, guillotine, fusillade, mais surtout, on a rassemblé des Lyonnais par milliers dans la plaine des Brotteaux, et on les a mitraillés à coups de canon. Et d'ailleurs, la volonté, c'était de rayer de la carte Lyon par la Convention. Ce que vous racontez, parce que vous êtes un prof d'histoire, et donc vous racontez ça, quoi. Il fallait rayer Lyon de la carte. Et son nom n'existait plus, on a commencé de détruire ses bâtiments. Et donc, il n'y a aucune commémoration, aucune trace historique de ces événements à Lyon, et sauf un monument qui a été réalisé à fonds privés et qui d'ailleurs a été détruit 2 fois. Et donc ça, quand vous l'avez expliqué à ces jeunes qui étaient là, ils ont été eux-mêmes... choqués, révoltés, étaient choqués, d'abord par cette violence que la République avait cru bon d'exercer pour s'instaurer, deuxièmement par le silence. On a quand même un système qui passe son temps à faire commémoration de tout et à reprocher aux autres leur négationnisme, leur silence, etc., leur complaisance vis-à-vis de leur passé. Et la République, elle, se complaît totalement avec le sien. Et d'ailleurs, on le retrouve tout à fait dans les programmes scolaires. Alors ensuite, quelques jours après, Monsieur Macron a fait son discours à la Sorbonne, où il a expliqué, il l'a martelé, il l'a dit plusieurs fois, que Samuel Paty, en tant qu'enseignant, avait pour mission de faire des républicains. Et il n'a pas dit une seule fois qu'il avait pour mission de faire des hommes ou des femmes. Il n'a pas dit une seule fois qu'il avait pour mission de faire des Français. Il a dit qu'il avait pour mission de faire des républicains. Alors, le choc de ces 2 expériences m'a interpellé, comme on dit, et j'ai eu l'idée de faire ce livre pour dire, est-ce que
oui ou non, la République et la France, c'est la même chose, et manifestement pour moi, ce n'est pas le cas. Je voulais revenir sur un événement. Vous parlez de Samuel Paty, puisque vous disiez que vous étiez en ZEP, professeur en ZEP pendant un peu plus de 9 ans. Il vous est arrivé une histoire un petit peu commune, enfin qui forcément ne s'est pas passée de la même manière, mais en tout cas, vous avez eu une réaction d'un parent d'élève, d'une parent d'élève à un cours que vous avez donné en classe. Absolument. Alors bon, d'abord, je veux un petit peu à la fois minimiser cette réaction, parce que l'expérience que j'ai vécue pendant 9 ans dans ce collège, c'est l'expérience de l'amour de mes élèves, voilà, bon, qui avaient envie de m'aimer, qui avaient envie que je les aime, et qui à travers moi avaient envie d'aimer ce que j'aimais. Bon, mais une fois, il m'est arrivé, alors que je faisais un cours sur l'islam, cours de 5e, et que le manuel scolaire, comme tous les manuels scolaires, insiste beaucoup sur la tolérance de l'islam vis-à-vis des autres religions, etc. J'ai donc voulu citer le verset du Coran sur lequel se fonde la question, qui est le verset 29 de la sourate 9, et qui dit qu'il faut effectivement, on peut accorder une trêve aux gens du livre, après qu'ils aient payé un impôt et se soient humiliés. Et j'ai donc cité le verset, ce verset, qui dit que les juifs et les chrétiens peuvent être tolérés à condition de subir un statut d'humiliation. Bon. Quelques jours après, on m'informe qu'une mère veut me rencontrer. Et là, je vais venir, mais gros comme un camion. Je savais ce que ça allait être. Et j'ai effectivement été pris à partie par une femme haineuse, qui m'a expliqué qu'elle allait se plaindre au rectorat, qu'elle allait écrire au ministre, etc. Et qui... Alors, pourquoi ? Elle me dit parce que vous avez cité ce texte. Alors je dis, c'est un verset du Coran. Elle me dit, vous n'avez pas le droit de citer le Coran, sauf après avoir pris l'avis d'un imam, et même de 3 imams au cas où ils ne seraient pas d'accord entre eux. Donc vous avez un enseignant à qui on vient dire qu'avant de parler en cours d'islam, de citer le Coran, il faut qu'il prenne l'avis de 3 imams. Bon, j'étais seul face à cette femme. Personne ne m'a défendu. Elle a eu cette phrase extraordinaire: à cause de vous, ma fille s'est posé des questions et je ne veux pas que ma fille se pose des questions. J'ai trouvé ça. Et alors ensuite, bon, il se trouve que j'avais quelques accointances avec des gens dans les enseignements généraux et autres, et j'ai su que cette femme essayait de rameuter le quartier contre moi, et on m'a dit, vous avez sacrément bien fait, parce que ça aurait pu complètement déraper. Dégénérer, oui. Bien fait de prévenir qu'il fallait. Oui, c'est ça. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, Jean-François Chemin, votre témoignage, et puis ensuite, le recul que vous prenez par rapport à ça. Non, la France, ce n'est pas seulement la République. Restez avec nous, c'est le Grand Matin de Radio, il est 9h34. Mise en place par la compagnie sur airfrance.fr. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Jean-François Chemin est avec nous, est cet enseignant, de coup de gueule d'un enseignant qui dit avoir l'amour de ses élèves, et on le sent dans ce livre. Non, la France n'est pas seulement la République, aux éditions Artege. Oui, avec ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous avez commencé à aborder certains sujets, comme Samuel Paty, vous avez senti une menace. Est-ce qu'au sein de l'éducation nationale, parce qu'on le dit à chaque fois, après chaque drame, et il y en a eu récemment beaucoup, et il y a eu les affaires de laïcité. Est-ce qu'il y a un bloc de professeurs, ils sont unis, ou alors est-ce qu'au contraire, il y a, un peu comme disait François Hollande pour une autre référence, il y a de la partition également entre ceux qui sont pour un enseignement très républicain, d'autres qui disent qu'il ne faut pas blesser, il ne faut pas aborder certains sujets. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Il en ressort, alors d'après ce que j'ai pu vivre moi dans l'établissement où j'ai enseigné, il en ressort que certainement les opinions des enseignants, si on les prend individuellement et en dehors du cadre de l'établissement, peuvent être diverses. Maintenant, dans le cadre de l'établissement, il y a une sorte de doxa qui est obligé de régner, qui a plusieurs origines. Il y a d'abord le fait que certaines idées sont estampillées républicaines ou non. Donc il est clair que les idées patriotiques, les idées nationales n'ont pas droit de citer dans un établissement scolaire, elles n'ont pas droit de citer dans les manuels scolaires, elles n'ont pas le droit de citer dans les programmes scolaires, et il vaut mieux les
les éviter en salle des profs. Voilà. Donc il y a cette espèce de doxa républicaine Mais qui part d'une volonté de neutralité totale ou qui est idéologique? Non, pour moi, elle est totalement idéologique, ou alors elle considère que la neutralité, c'est d'entrer dans l'idéologie. Voilà, ce serait plutôt ça. C'est-à-dire que si on est à fond dans l'idéologie, on est considéré comme neutre, et si on en dévie, on est considéré comme un dangereux provocateur et un dangereux hérétique. Et puis il y a également le fait que les enseignants sont des gens bien élevés, éduqués, et qu'on va éviter les vagues en salle des profs. Alors, ceux qui généralement font un petit peu du rentre-dedans, c'est un peu comme partout, c'est les extrémistes, c'est eux qui vont couvrir les panneaux d'affichage de la salle des profs, c'est eux qui vont faire des professions de foi, et puis les autres, ceux qui sont pas d'accord ou un petit peu ou pas du tout, vont plutôt faire le dos rond au-dessus de leur tasse de thé. Alors, il y a effectivement, éventuellement, dans la voiture, quand on a l'occasion de covoiturer, qu'on peut peut-être se lâcher un petit peu, mais sinon l'ambiance est, alors encore une fois par rapport à mon expérience, est extrêmement normée. Voilà. Et pourtant vous aviez un lien très fort avec vos élèves. Moi j'avais un lien très fort avec mes élèves entre les murs, comme pour reprendre le titre d'un film. Moi, l'expérience que j'ai de mes 9 ans en ZEP, c'est l'expérience, encore une fois, de l'amour de ces élèves qui, dès que je suis arrivé, ont commencé, par tous les moyens possibles, à me témoigner leur amour, mais je me demande encore pourquoi, et à vouloir que je leur témoigne un amour réciproque. Et à travers ça, j'ai vraiment pu, mais alors, en dehors de tout programme, c'était un travail de franc-tireur, essayer et réussir, je pense, à leur transmettre l'amour de ce que j'aimais, et à savoir l'amour de le dialogue. Oui. Voilà. Et eux, alors justement, ils étaient très réceptifs, visiblement, parce que vous aviez des classes multiculturelles, avec énormément de nationalités, quoi, bien sûr. Certains, bien sûr, français, en fait, aujourd'hui, mais d'autres qui venaient. Mais très très peu, oui, c'est ça, racontez-nous. Oui. Voilà, on va dire que 80% des élèves étaient de confession musulmane. Alors après, il y avait toute la diversité des confessions musulmanes, il y avait des Nord-Africains, des Africains d'Afrique subsaharienne. Beaucoup nés en France quand même. Beaucoup nés en France, la plupart nés en France. Donc, nationalité française. Beaucoup de convertis aussi, puisque en fait, quand on vit en ZEP, que ce soit par mariage mixte ou conformisme, pour avoir la paix, on est un petit peu obligé de faire comme tout le monde. Donc 80-90% de mes élèves étaient musulmans, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire ça revenait toujours sur la table. On va dire, ils ne pensaient qu'à ça, et à tout bout de champ, j'avais droit à des signes extérieurs, des manifestations extérieures, dans une sorte de surenchère. De leur appartenance religieuse. Mais quand on arrivait à passer là-dessus, moi ce qui m'a frappé, c'est que j'avais affaire à des cœurs d'artichauts qui passaient leur temps à me demander si je les aimais, et à m'envoyer des lettres d'amour, à m'écrire des mots d'amour au tableau, à me faire des cadeaux. C'était tout à fait impressionnant. Mais alors j'en ai pas tiré simplement une satisfaction narcissique pour mon ego. J'ai essayé, moi, de leur transmettre l'amour de la France, et j'ai vécu des moments très forts. Je me souviens d'un jour où je leur ai montré le dernier carré de la garde à Waterloo, tiré du film Waterloo d'un réalisateur soviétique. Mais j'ai eu des élèves qui se sont spontanément mis debout et qui ont crié « Vive la France !» et c'était très impressionnant. Mais alors, si l'inspecteur était arrivé à ce moment-là, je pense que c'en était fini de ma carrière, parce que c'est pas du tout ce qui est demandé. Donc moi, j'ai assisté à une sorte de gâchis, qui est que l'éducation nationale a pour projet, et donc la République derrière elle a pour projet de transmettre une certaine image critique de la France, mais encore une fois pas de la République. Alors les programmes sont très axés sur la repentance, sur les raisons qu'on aurait de s'auto-flageller, comme si, a priori, ces élèves et leurs familles n'en étaient pas déjà persuadés. Et en revanche, celui qui essaye de renverser la vapeur, faisant ancienne la phrase de la philosophe Simone Veil dans l'Enracinement, écrit en 1942, je crois, au cœur de l'occupation, il faut donner aux jeunes quelque chose à aimer, ce quelque chose, c'est la France. Voilà ce qu'écrivait Simone Veil 6 mois avant sa mort, en 1942. Eh bien, je crois que c'est la vérité. Et que ces jeunes, en fait, n'ont qu'une envie, c'est qu'on leur donne quelque chose à aimer. Mais par idéologie, on leur donne des raisons de flageller la France. Eh bien, pourquoi est-ce qu'ils s'en priveraient ? On a des appels, 0826 300 300, avec Richard qui est avec nous de Toulouse. Bonjour Richard. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis impressionné. Voilà. Bon, je pense que par le témoignage de Jean-François, cet enseignant. Tout à fait, parce qu'en fait, je retrouve vraiment ce que beaucoup de gens ressentent.
Et même si moi je vis dans l'industrie, hein, et je réalise qu'aujourd'hui la France elle a été préemptée en fait. On est en train de nous refaire une histoire qui a écarté tous les héros, tout ce qui la rendrait aimable, tout ce qui donnerait envie à un jeune de faire partie de cette aventure. Et on voit que nos héros aujourd'hui, j'appelle ça souvent des héros couchés, c'est des victimes. On donne des médailles, des légions d'honneur. Moi, je pense, Monsieur Chemin, c'est à vous qu'il faut décerner une légion d'honneur parce que vous mettez la France dans des endroits qui sont difficiles et vous la rendez aimable. Et c'est un super cadeau pour ces jeunes parce qu'ils vont pouvoir se situer quelque part et être fiers de l'endroit où ils vivent. Ouais. Voilà, moi, je suis un peu surpris en fait de voir que. Surpris, un peu dépité, c'est de voir que je me demande, même au niveau de nos réalisations, pourquoi on est toujours en train d'effacer la France et son histoire et ses grandeurs. Avec des périodes à l'Europe. Ah oui, Richard, avec des périodes sombres, hein, il y a eu des heures très noires dans notre histoire, ce que racontait à l'instant Jean-François Chemin sur par exemple cette terreur à Lyon. Il y a eu des deux côtés, de tous les côtés, quoi. Oui, j'ai relu ça il n'y a pas longtemps parce qu'on entendait parler de Napoléon. Ouais. Napoléon, j'ai vu que Fouché avait fait du vilain travail à Lyon. Mais je ne pensais pas que c'était à ce point, quoi. C'est catastrophique. Ouais. Et je pense que ces événements, qui sont des événements dramatiques, ils sont occultés par deux événements qui prennent toute la place. C'est la Shoah, avec, c'est vrai, qu'il y a un peu moins de 100 000 morts en France, et la guerre d'Algérie, qui aujourd'hui est la Shoah en plus sur laquelle on vient se victimiser, on vient en fait à chercher de la repentance. Mais après il faut jamais comparer en fait. Il y a eu des actes terribles de barbarie en fait à tous les niveaux et donc il ne faut pas chercher à comparer en disant là il y en a eu plus ou moins. Enfin bon parce que c'est assez terrible. Mais par contre, il faut rééquilibrer les choses et je pense que dans l'histoire. Que ces jeunes aient compris que l'histoire de France elle a été tourmentée, qu'il y a eu des grands événements, des gens qui se sont rebellés, et je trouve que l'histoire elle est manipulée en fait. Hein. Je pense que c'est politique, hein, c'est exclusivement politique. Ouais. Une question, est-ce qu'au niveau de, j'avais une question, chez Chemin, vous avez du courage. Je pense que vous avez sûrement beaucoup de talent pour amener ces jeunes à avancer, à découvrir des choses et à savoir passer. On va dire au-delà de la mousse de leur jeunesse où ils cherchent un point d'ancrage et souvent c'est la religion en fait qui essaie ils cherchent à exister. Et est-ce que je me posais une question, est-ce qu'au niveau du recrutement des enseignants aujourd'hui moi j'ai vécu des enseignants qui avaient une vocation où en fait on respectait, hein, mes parents m'ont appris à respecter, donc on se plaignait pas, mais c'était professeur. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dans un mode de recrutement et le fait d'être on va dire de vivre une carrière qui soit 100% dans l'enseignement, est-ce que c'est pas un point dur? Moi je pensais que recruter une partie des enseignants qui ont réalisé des choses à l'extérieur, qui peuvent amener une expérience que les jeunes peuvent après apprécier, ou est-ce que c'est permettre aussi à ces enseignants à certains moments de sortir durant peut-être 10 ans? Il y a tellement de choses à faire. Donc est-ce que votre question, Richard, c'est est-ce que tout ça s'est pris en compte dans le recrutement des enseignants en fait aujourd'hui? Est-ce que le glissement qu'on a par rapport à l'enseignement, c'est le fait qu'on essaie d'avoir ce ventre mou, cette espèce de non-prise de position et cette espèce d'autocensure, est-ce que c'est pas aggravé par le fait qu'on a peut-être des personnes qui acceptent plus facilement ça? Ouais. Alors, Jean-François Chemin. Cher monsieur, vous tapez dans le mille en me posant la question, parce que moi, effectivement, je suis devenu enseignant, mais sur le tard, puisque, effectivement, pendant les 20 premières années de ma vie professionnelle, où j'avais fait donc Sciences Po Paris, un doctorat de droit, j'ai travaillé principalement dans le conseil et en entreprise, et c'est à la quarantaine que j'ai décidé de me reconvertir, puisque j'étais justement tout à fait sensible aux problématiques banlieue, immigration, etc. Et je me suis dit, je peux pas continuer
grassement gagner ma vie et à entretenir la mécanique économique sans rien faire. Donc c'est à ce moment-là, à 44 ans, que j'ai passé l'agrégation d'histoire, que j'ai fait une thèse d'histoire. Ouais. J'ai dû être le plus vieil agrégé de France cette année-là. Et j'ai donc choisi de partir en zone d'éducation prioritaire. Alors, je pense effectivement que mes 20 ans d'entreprise m'ont apporté quelque chose, notamment parce que le problème, lorsqu'on est enseignant depuis le départ, et qu'on a affaire à des jeunes, le seul métier dont on puisse éventuellement leur parler, c'est enseignant. Donc moi, pendant 20 ans, et même un certain temps, j'ai eu ma petite affaire de conseil. Je savais ce que c'était que chercher des clients, je savais ce que c'était que manager une équipe. Ouais. Je savais ce que c'était que faire les comptes à la fin de l'année pour voir si on avait un bénéfice ou etc. Bon, alors pour ces jeunes qui allaient pour la plupart ensuite avoir des métiers manuels, artisans ou autres, je pense que c'était important. Par contre, alors l'éducation nationale, je le dis, n'a absolument pas été capable de prendre en compte ma différence. On m'a fait faire l'IUFM comme un gamin de 22 ans, où l'une des choses qu'on m'a demandé, c'est d'oublier tout ce que j'avais appris auparavant, ça m'a été dit noir sur blanc, et je suis même sorti de cette IUFM avec la mention insuffisant à la capacité, à la compétence capacité d'apprendre et de se remettre en question, puisque j'avais un petit peu de mal à rentrer dans le moule intellectuel. Maintenant, pour ce qui est ensuite de pouvoir éventuellement sortir de l'éducation nationale. Je dis pas que si on a effectivement le projet d'y passer sa vie, c'est sans doute très bien, mais on peut effectivement constater que c'est un métier qui use et qu'on retrouve beaucoup d'enseignants qui n'en peuvent plus. Sauf qu'un enseignant qui a fait toute sa vie dans l'enseignement, ça ne vaut pas un clou sur le marché de l'emploi. Oui, oui. Moi, personnellement, donc j'ai fait ces 9 ans en ZEP, j'ai fait 5 ans de disponibilité, donc qui se termine là cette année, où j'ai été enseignant, mais à mon compte, en auto-entrepreneur, en cherchant des clients, etc. Voilà, j'ai une capacité, du fait de mon passé, à repartir, à recommencer, etc. Je pense qu'il faudrait mettre en place des filières, des systèmes pour favoriser le départ d'enseignants qui n'en peuvent plus, oui, et les aider temporairement ou définitivement à trouver autre chose, mais pour l'instant ça n'existe pas. Allez, on poursuit avec vous dans un instant. Non, la France, ce n'est pas seulement la République, hein. Jean-François Chemin, témoignage très très fort, et il y a des appels encore pour vous au 0826 300 300. Jusqu'à 2500 € de remise sur votre électroménager pour l'achat d'une cuisine. Profitez-en vite. Darty Concepteur Cuisine, des cuisines pensées pour cuisiner. Conditions et prise de rendez-vous en magasin sur cuisine.darty.com. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Jean-François Chemin est avec nous. Non, la France n'est pas seulement la République. Un coup de gueule d'un enseignant aux éditions Artege. Oui, et une éducation nationale qui devrait être plus à l'écoute, quoi, de l'évolution en fait de la société. C'est ce que vous dites un petit peu, quoi. Peut-être une éducation nationale qui devrait être moins monolithique et moins idéologique. Ouais. Voilà. Donc moi, par rapport à ce qui m'intéresse, et je crois que ce qui intéresse la France, on a bien vu avec la tribune des généraux, il y a un sentiment de désamour de la France qui se répand et qui peut avoir des conséquences tout à fait dramatiques. Tout ça, et par rapport à mon expérience, n'est pas irréversible. Encore une fois, j'ai eu des expériences personnelles très fortes et très nombreuses de témoignages de volonté d'aimer la France de la part de ces jeunes, mais je crois que je pourrais résumer la chose par le témoignage d'un ami qui lui est haut placé dans l'éducation nationale et qui faisait passer les oraux de Sciences Po Paris à des jeunes ayant eu mention très bien au bac. Donc des gamins qui étaient l'élite de ce que l'éducation nationale avait moulé, et l'élite de demain. Ouais. Et il m'a dit, j'ai été frappé de voir à quel point ces jeunes, pour se faire bien voir du jury, se croyaient obligés de témoigner leur mépris de la France. Et à l'un d'entre eux, à qui il demandait « Est-ce que vous pourriez me résumer l'histoire de France en 2 mots ?», l'autre a répondu « Colonisation, collaboration ». C'est-à-dire qu'un bon élève de l'école républicaine aujourd'hui assimile la France à la colonisation et à la collaboration. Donc il ne faut pas s'étonner que face à ces publics de jeunes issus de l'immigration, eh bien le discours soit à la haine de la France. Donc je pense effectivement qu'il y a urgence de réformer. Alors moi je me prononce pas sur les méthodes, les machins, la méthode syllabique, le calcul, etc. Je pense que ce qui me concerne, ce que je connais, je prends les programmes d'histoire. Il faut en revenir à la chronologie, il faut en revenir aux grandes figures, et il faut en revenir à une image positive de la France. Et à l'humain aussi. Et à l'humain. Image positive, ouais, Jean-François, image positive, mais en même temps tout dire, quoi. Auparavant, on avait l'impression qu'il y avait des pans de l'histoire qu'on avait envie d'effacer et de cacher. Alors, et donc on a réécrit, et alors peut-être qu'on est allé dans l'excès inverse, quoi. Mais en même temps, il faut dire les choses, quoi. Non ? Il faut dire les choses, mais si effectivement ce qu'on retient de 10 ans ou 15 ans de scolarité, c'est colonisation, collaboration,
c'est qu'il y a un petit problème. Oui. Donc voilà, peut-être effectivement de la vérité. Il y a une phrase, deux mots qui sont très forts, c'est amour et vérité. Il faut dire la vérité, mais il faut aussi transmettre l'amour. Et il faut transmettre l'amour à des gens qu'on aime et qu'on aime assez pour leur dire la vérité. Voilà. Merci, c'était une bonne conclusion de Jean-François Chemin. Oui, non, la France, ce n'est pas seulement la République, c'est le coup de gueule d'un enseignant, vous avez entendu, c'est aux éditions Artege, et c'est bien parce que l'histoire est mêlée à votre vécu également du terrain, là cette fois-ci en tant que prof et enseignant d'histoire.